10 octobre 2022, on va parler évidemment de la situation sur le front de Kherson, en Ukraine. Et puis on dira un petit mot des élections américaines, mais bon, vite fait, parce que de toute façon la situation n'est pas encore très claire. Et puis peut-être on dira un petit mot d'Elon Musk et un petit mot de Sean Penn. On garde le meilleur pour la fin, hein. Donc, bon, bah, donc les Russes ont annoncé leur retrait de Kherson. Bon. Alors évidemment, on spéculait, est-ce que les Russes vont se retirer et abandonner Kherson, ou est-ce que les Russes vont défendre? Bon, on était dans l'expectative, mais maintenant, les choses semblent claires. Les Russes veulent abandonner Kherson pour le moment, et laisser les troupes ukrainiennes se débrouiller avec. Évidemment, leur but, c'est d'économiser leurs troupes. D'économiser leurs troupes, tant que la mobilisation n'est pas encore arrivée sur le front. Les Russes ont besoin de toutes leurs troupes, donc ne veulent pas subir de pertes en matériel également. Donc voilà, ça c'est bien sûr le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est priver les Ukrainiens d'une victoire, hein. C'est une victoire, mais les médias vont l'annoncer comme une grande victoire, comme un retrait des Russes repoussé par l'offensive ukrainienne, etc. Mais en réalité, les Russes, pour l'instant, résistaient. Il y avait encore eu hier 9 tentatives de percée sur le front, donc au nord et à l'est de Kherson, pour des troupes ukrainiennes, mais qui avaient toutes été repoussées. Donc les Russes n'étaient pas spécialement en difficulté pour tenir le front, mais je pense qu'ils anticipaient une possible destruction du barrage de Kakhovka, qui aurait été une catastrophe pour les Russes, puisqu'une partie de leurs troupes aurait été noyée, une autre partie se serait retrouvée coincée par les eaux, à la merci d'une offensive ukrainienne complètement ravageuse, qui aurait vraiment été une catastrophe militaire pour les Russes, qu'il fallait à tout prix éviter, évidemment. Donc, pour eux, la plus sage décision était de se retirer. D'ailleurs, on peut noter que ce soit Kadyrov, donc le chef tchétchène, et que ce soit donc le patron de Wagner, dont j'oublie toujours le nom, mais bon, vous savez de qui je parle, Prigojine, voilà, Prigojine, qui ont approuvé la décision de l'état-major russe, alors qu'ils avaient vertement critiqué le repli de Kharkov. Et là, donc, je pense que, quelque part, c'est à noter, ce n'est pas pour rien. Les Ukrainiens se retrouvent dans une situation, donc maintenant, ils peuvent avancer sur Kherson, ils pourront avancer sur Kherson, qui ne sera plus défendu, et ils vont se voir défendre Kherson. Et ça va leur coûter cher. Et ça va leur coûter énormément de troupes qu'ils ne pourront pas utiliser ailleurs. Et donc, c'est une victoire qui n'en est pas vraiment une. Bon. Après, à quoi jouent les Russes? Ils ont déclaré que ce territoire faisait maintenant partie de la Russie, et maintenant ils abandonnent une partie de ce territoire. D'autant plus que c'est l'approvisionnement en eau de la Crimée qui passe par cette région. Et c'est un enjeu capital. Est-ce que les Ukrainiens vont pouvoir priver la Crimée de son approvisionnement en eau, comme ils l'ont fait pendant 8 ans, hein? Telle est la question. D'autant plus, autre question, que si les troupes ukrainiennes s'installent à Kherson, elles se retrouvent à portée de tir pour les HIMARS, les fameux lance-missiles multiples américains, HIMARS, à portée de tir de la Crimée. Donc à quoi jouent les Russes? Alors, ils mettent la Crimée finalement à portée de tir des Ukrainiens en se retirant. Donc là, ça pose tout un tas de questions et difficile d'y répondre. C'est très compliqué. Je pense que c'est un choix fait de multiples balances entre le pour, le contre. C'est un choix très difficile d'ailleurs. Le général Surovikin, quand il avait été nommé à la tête des armées, de l'ensemble de l'armée russe, il y a 3 semaines, 3 semaines, un mois,
avait déclaré qu'il avait été nommé là pour prendre des décisions qui allaient être difficiles. Je crois que là, je ne sais pas s'il pensait vraiment à celle-là, je pense que c'est possible, enfin, c'est fort possible, celle de quitter, donc d'abandonner Kherson, mais voilà, ça correspond tout à fait à la décision difficile dont parlait sur Viking. Donc, la Crimée va se retrouver donc à portée de tir des HIMARS ukrainiens. Mais les Ukrainiens vont se retrouver face à un fleuve. Ils ne peuvent plus avancer. C'est fini, les grandes avancées, les grandes offensives ou contre-offensives, selon nos médias ukrainiennes, d'abord sur Kharkov, bon, quand on sait comment elles se sont passées, et maintenant sur Kherson. Les Ukrainiens ne peuvent plus avancer, ne pourront plus avancer nulle part. Il n'y a plus rien. Ils ne peuvent pas dépasser le fleuve Dniepr. C'est totalement illusoire de l'imaginer. Ils se retrouveraient dans un entonnoir pour traverser le fleuve qui serait une cible absolument délicieuse pour l'artillerie russe. Non, c'est impossible. Donc les Ukrainiens se retrouvent donc maintenant face à un mur. Ils ne pourront plus avancer. Ils vont devoir stagner et défendre leur position sans espoir de nouvelles contre-offensives, puisque toutes celles qui étaient possibles l'ont été. Les Russes n'auront plus à défendre Kherson, c'est très difficile, dans un contexte très compliqué, le dos à la rivière, etc. Donc ils vont pouvoir soulager une partie de leurs troupes et se permettre donc de les déployer ailleurs, sur le front de Zaporizhia, sur le front du Donbass, etc., ou dans le nord. Et ça va être un avantage pour les Russes et un gros inconvénient pour les Ukrainiens qui ont de plus en plus étendu leur ligne de front. Et donc leurs troupes sont de plus en plus étirées et de moins en moins denses sur leur ligne de front. Et donc de plus en plus vulnérables à une contre-offensive russe. Qui viendra? La contre-offensive russe viendra dans un mois, dans 2 mois. À mon avis, elle viendra. C'est certain. Est-ce que les Russes vont tenter de reprendre Kherson? Je ne sais pas. Il est probable qu'il y ait eu un accord secret pour ce retrait entre Russes et Ukrainiens. Il est probable, puisque s'il n'y avait pas d'entente entre les Russes et les Ukrainiens pour ce retrait, ça serait très dangereux. Ce retrait serait quand même très compliqué à faire sous les bombardements de l'artillerie ukrainienne. Donc si les Russes ont annoncé leur retrait, ils ont probablement demandé aux Ukrainiens de les laisser partir. Enfin bon, ça c'est une supposition, je n'affirme rien. Donc voilà, l'approvisionnement en eau de la Crimée de nouveau à portée de tir des lance-missiles HIMARS des Ukrainiens. Qu'en pensez? On verra bien. Bon, alors on va dire un petit mot des élections américaines. Bon, apparemment, on en serait actuellement pour le Sénat, donc la Chambre des représentants, comme prévu, passer du côté républicain, alors avec une moins large avance que celle qui était annoncée par les sondages. Donc les médias en font des gorges chaudes. D'ailleurs, c'est assez drôle, parce que les médias nous ont raconté pendant 2 ans que Trump était fini, que c'était terminé, qu'il n'était plus du tout populaire, qu'il y avait en fait, qu'il n'existait plus politiquement et qu'il fallait même plus parler, il n'y avait même plus d'intérêt à parler de lui. Et puis là, il nous annonce que finalement, c'est une victoire beaucoup moins large qu'espéré, qu'attendu, etc. Alors que bon, on nous disait le contraire il y a quelques mois. Bon. Là, le Sénat, ce serait donc actuellement, on serait proche du 50-50. Alors il y aurait le Nevada qui serait passé du côté donc républicain et donc, enfin, fort probable. Donc on serait à 50 sénateurs côté républicain, 49 du côté démocrate, et il resterait donc un sénateur de Géorgie à déterminer lors d'un second tour, puisque les règles en Géorgie sont particulières, différentes des autres États, et le fait de ne pas avoir atteint les 50% nécessite un deuxième tour. Mais ce deuxième tour serait probablement favorable aux Républicains, puisque il y a 2% du candidat libertarien qui pourrait se reporter
normalement, enfin, si j'ai bien compris, hein, c'est très compliqué les élections américaines, mais si j'ai bien compris, les 2% donc, du candidat libertarien pourraient se porter plutôt sur le républicain, a priori. Donc ça pourrait pencher, la balance pourrait pencher en faveur des républicains, donc 51-49, et là, évidemment, le Congrès serait totalement perdu pour les démocrates. Et donc, c'est bien une victoire de Trump et une victoire des Républicains, contrairement au spin-off des médias permanents, comme quoi cette victoire n'en est pas une et que c'était en fait une défaite parce qu'on attendait plus large, etc., etc. Bon, on les connaît, voilà. En tout cas, Trump est toujours là, hein, ils nous l'ont enterré pendant 2 ans et il vient de prouver qu'il est toujours là, même si la victoire, soi-disant attendue, bon, je ne sais pas trop par qui, enfin bon, voilà, soi-disant prévue par des sondages, des instituts de sondage qui travaillent, on ne sait pas trop pour qui, mais enfin bon. Cette victoire n'est pas aussi large qu'annoncée, mais enfin bon, voilà. Elle est là quand même. Elle est là quand même, et donc bon, c'est vrai que ça peut paraître étonnant que les démocrates, dans la situation actuelle, avec la catastrophe, voilà, l'Afghanistan, l'inflation, les prix du pétrole, la crise à la frontière mexicaine, etc., avec toute cette série de catastrophes démocrates, puissent quand même réussir à se maintenir, même en perdant, à rester quand même à un niveau assez élevé. C'est quand même assez étonnant. On peut se poser aussi des questions, mais bon, on sait qu'il y a eu des votes un peu bizarres, des résultats un peu étranges dans l'Arizona, etc. Bon, on a entendu pas mal de trucs, mais je ne veux pas m'avancer là-dessus parce que c'est un sujet complexe et délicat sur YouTube. Et bon, on verra. On sait qu'en tout cas, tout est possible. On a vu ce qui s'est passé en 2020. Donc, on ne peut rien exclure, hein. On ne peut rien exclure. Mais ça reste une victoire républicaine. Bon, alors, sinon, bon, deux petits trucs en passant avant de refermer la vidéo. Elon Musk nous annonce que les employés, les anciens employés qu'il a virés de Twitter revendaient donc les certifications, les petits ronds bleus qui servent de certification sur Twitter, jusqu'à 15 000 $ à des vedettes, à des gens connus. Donc on faisait traîner le processus de certification et puis on disait, bon, un petit sous le manteau, un petit chèque de 10 000 voire 15 000 $ et puis la certification. Alors bon, on s'imagine des gens très connus qui se disent ah, 15 000 $ ça vaut le coup quand même pour avoir mon petit point bleu sur Twitter. Bon, voilà. En tout cas, on voit bien à quel point le système Twitter était corrompu jusqu'à l'os et Elon Musk fait le ménage. Bon, Elon Musk, hein, c'est pas Dieu, c'est pas un saint, on est d'accord. Mais en vrai, c'est assez marrant à suivre. Voilà, et puis bon, bah sinon, on va finir par quand même une note sympa avec Sean Penn qui est allé rendre visite à Zelensky pour lui offrir son Oscar. Il est arrivé avec un sac à dos dans le bureau de Zelensky et il a ouvert son sac et il a posé son Oscar. Un de ces deux, je crois, parce qu'il en aurait eu deux, donc il en a quand même gardé un pour lui, hein. Et donc il a offert à Zelensky un de ces deux Oscars, Sean Penn, pour le féliciter. Alors c'est assez marrant, parce que bon, Zelensky, l'acteur Zelensky, bon, bah, il a gagné un Oscar, ouais, c'est vrai, c'est mérité en fait, hein. C'est un Oscar qui est mérité pour le coup. Voilà, alors bon, Zelensky a dévoilé une plaque sur la place centrale de Kiev, une plaque au nom de Sean Penn, avec la date du début du conflit, 24-02, parce qu'en fait, Sean Penn était bien à Kiev au moment de l'offensive russe, puisqu'il tournait un documentaire, en fait, sur l'Ukraine. Et voilà, alors donc, bon, voilà, très fier de montrer... alors voilà, bon, bah, il a offert son Oscar. Alors moi j'ai bien 2 ou 3 trophées de pétanque, hein, que j'ai gagnés il y a quelques années. Si je pourrais aller les offrir à Zelensky, ça peut, ça peut être inspirant pour la population. J'ai 2 ou 3 coupes de trophées de concours de pétanque à offrir à Zelensky. Et peut-être que ça serait sympa. Je vais faire une vidéo, je vais aller voir Zelensky dans son bureau. Bon, c'est bizarre parce que moi j'ai vu sur le site de l'ambassade de France qu'il fallait surtout pas se rendre en Ukraine. Les Français, non, c'est rouge, hein. L'Ukraine, non, non, il faut pas y aller.
c'est pas sûr, c'est très dangereux. Kiev, c'est dangereux, il faut pas y aller. Pareil sur l'ambassade américaine, mais apparemment pour les stars, bon, parce qu'il y a eu, il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu Jessica Chastain, je crois. Enfin, bon, bref, je connais pas assez bien. Je connais pas assez bien toutes les stars, et puis ma mémoire me fait défaut. Bon, en vrai, c'est pas le premier Sean Penn, hein, mais c'est le premier à offrir son Oscar. Bon, voilà. Alors que hein, j'ai un petit trophée de pétanque à offrir à Zelensky s'il veut. Ok, bon, bah, je vous remercie pour vos likes, hein. Si vous pouvez un petit like, ça fait toujours plaisir. Vos commentaires, si vous avez des commentaires, des questions posées, j'y répondrai. N'oubliez pas de vous abonner si c'est juste en dessous, hein, et de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Et pour moi, c'est important. Ça me permet d'avoir un peu plus de vues. Bon, c'est pas mon but, hein. Voilà, je fais des vidéos. Bon, elles sont sans montage, brutes. C'est comme ça. C'est une discussion à brûle pour point. On essaye de mettre les choses un peu, d'éclaircir un peu la situation géopolitique. On n'est pas là pour faire des trucs montés, hyper carrés. Bon, ouais, j'espère que peut-être si je reçois un peu de soutien de votre part, bon, il y a aussi un petit lien pour si vous avez envie de me soutenir ma chaîne et de me permettre d'améliorer mon matériel, de pouvoir, c'est grâce d'ailleurs au soutien, au soutien de mon blog que j'ai pu me permettre d'avoir ce matériel qui me permet de faire des vidéos. Mais je pense qu'il y aurait encore moyen de faire mieux, de faire un peu de montage, de rajouter quelques images, même sans faire beaucoup de montage, hein. J'ai l'impression que ça reste quand même quelque chose de fluide et de. Voilà. Bon, alors évidemment, il y a des longueurs, il y a des moments où j'hésite un peu, et c'est normal, je fais pas de montage. Je vous livre mes pensées brutes comme ça, quand j'ai le temps, et puis j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a appris quelques trucs. Et bah, si c'est le cas, vous pouvez me mettre un petit pouce en dessous, ça me fera plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.